Deuxième partie du cours du XIXe siècle, séance 5, le triomphe de l'ingénieur moderne. Construction de territoires modernes en zoomant sur les œuvres, les infrastructures. L'architecture globale est en retard, même si ça participe au projet. La rationalisation, l'idée de nation, la révolution industrielle, est un essor des ponts et chaussées, grilles du territoire. Sentiment que le monde est en train de changer fondamentalement. Les ingénieurs sont de vrais architectes de cette modernité. Grand 1, de l'architecture hydraulique au génie civil. Profond bouleversement du cadre de la pensée des ingénieurs. L'école polytechnique est créée et forme une science mathématique, de nouveaux savoirs, des calculs infinité- infinitésimales, calcul différentiel, intégral, précision et exactitude. Comprendre le mouvement des choses, les variations des choses, tout devient perfection et perfectionnable. Développement international, fierté corporative et place un cran au-dessus en termes des savoirs. Objectif de cette formation, servir le monde civil, la nation non militaire, notion de science appliquée et donc en application. L'évolution sont des effets spectaculaires. Matériaux nouveaux, nouvelles échelles de construction, le monde moderne qui surgit. Moderne prend une définition beaucoup plus forte, s'ancre sur cette période. La modernité est égale être de son temps. Mais ici, la modernité devient très populaire. Le monde change complètement. Il se structure considérablement et il y a de nombreux acteurs et procédures. Économie mixte. De 1830 à 1840, il y a le ministère des Travaux publics qui est créé. 1830-1840. Le Conseil général des ponts et chaussées, institution au sommet de la pyramide. Les préfets et ingénieurs en chef travaillent ensemble. Décrets et règlements de construction apparaissent. Le calcul économique est égal à l'estimation très précise du coût. Le pays doit équiper le territoire. Une technostructure, fin du monopole des ingénieurs d'État. Les nouvelles écoles d'ingénieurs est égale ingénieurs civils. École centrale des arts et des manufactures est égale centrale aujourd'hui. Agent voyer de la ville de Paris. Grand 2. Le spectacle de la modernité dans le territoire. Petit a. Les nouveaux matériaux de construction permettent de nouvelles techniques, de nouvelles performances, comme le phare de Roche-Douve, exposé à Paris, démonté et remonté après, très isolé, détruit à la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit. Tout est en fer, socle en béton, est égal vrai matériau, nouveau également, reconstruit après, le socle, car le socle était resté. Pourpre de roche, sable, eau, pouzoulane. Employé à l'Antiquité, abandonné puis repris, Vicard résiste à l'eau, on peut penser les ouvrages maritimes. Il y a aussi la digue d'Alger, Porel, en 1834, bloc de béton empilé, résiste à la masse de l'eau puissante. Il y a aussi la digue de Marseille, de Monte-Luisan, 1844-1850. Pont et chaussée, port moderne le plus moderne, c'est l'État qui s'occupe de la Joliette. Adapte le principe d'Alger, système hiérarchisé, plus on monte à la surface, plus les blocs sont gros. Trop cher de mettre des blocs artificiels partout. Extension progressive du port. Tous les procédés et techniques étaient dessinés dans des albums. Graphisme de pierre sur la digue, mais c'est du béton, remplacé aujourd'hui par des blocs encore plus volumineux. Principe de digue général, gardé depuis 1850, n'a jamais bougé. Des extensions ont été réalisées, mais elles bougent. Celles d'origine sont toujours restées. Château fort linéaire de 6 ou 7 km. L'aqueduc de la Vanne, Eugène Belgrand, François Cognet, Coignet, en 1874. Béton armé, utilisé pour travailler en traction. L'acier à l'intérieur. Forme étonnantes apparaissent, arches extrêmement tendues. Belgrand est un ingénieur hydraulique, spécialiste et entrepreneur. Il permet de construire des infrastructures plus des maisons. Alors que François Cognet fait l'application, premier immeuble en fer et ciment. La rue Victor Hugo de François Hennebique, Hennebique, Paris 1903. Acier caché à l'intérieur du système, sous-sol de la Banque de France de 1920. Rail de fer quadrillé sur le sol. Le grand matériau est le fer. Ce que les ingénieurs fabriquent est spectaculaire. Anglais, les Anglais sont en avant-garde. Iron Bridge, Ironbridge, Abraham Darby, donc Abraham, espace Darby, au Pays de Galles en 1775. Il est en fonte et travaille seulement en compression. On les rattache à la naissance de la modernité. Le premier pont est en métal. Il y a aussi le pont de Londres, Thomas Telford, Telford, 1800, disparu, tout travail en compression. Il y a aussi le pont des Arts, Cassard et Dillon, en 1901, très élégant, traverse la selle, passerelle, tout léger et fin. L'acier va permettre à la construction et d'autres systèmes. Il y a aussi le Brittany Bridge, frère
Stéphaneson en 1850. Pont en tube d'acier, plaques préfabriquées qui permettent un cadre solide. Et fabrique quelque chose de nouveau dans le paysage, forme totalement moderne, détruit et déconstruit après selon un autre système. Le viaduc de Villors en Aveyron de 1887 à 1902, de grandes charpentes métalliques qui se rejoignent au centre et ne se touchent pas, égale assemblée par un joint. Petit b, dans la ville. Exploiter dans le territoire le génie civil et l'infrastructure. La ville égale génie urbain. Autre scène de la modernité, scène première, ville moderne émerge, en mutation car devient industrielle, héberge des industries et des ouvriers, changement des modes de travail et de l'industrie, extrêmement dynamique et attractive. Les villes sont bourgeoises et ouvrières. Les villes saines se construisent de manière discontinue, loin. Les villes nouvelles de bord de mer, stations thermales et montagnes. Deux considérations, la ville moderne émerge avec les ingénieurs. En premier temps, il y a le transfert des concepts, la fonctionnalité, la polarité, les réseaux, la fluidité dans la circulation du territoire vers la ville. La ville est aussi constituée d'un réseau de circulation et de polarité, équipements, usines, les idées importées par les ingénieurs. Il y a ce que l'on contrôle, la modernisation, importée par les ingénieurs, et ce que l'on ne contrôle pas, la marge de la ville, quartier ouvrier, usinier. Cet aspect est considéré comme une ville malade. Un modèle, une réglementation, une planification est égal l'urbanisme. Les deux polarités, contrôle et non-contrôle, existent dans la ville. La ville en pleine santé évolue, mais inquiète, la pollution très paradoxale. On commence à avoir l'intuition du réchauffement climatique, fabuleuse, fascinante et inquiétante. Le génie civil a appliqué à la ville de deux manières. Les réseaux du territoire rentrent dans la ville, éclosion dans la ville d'infrastructures, les gares. Il y a la gare du Nord de Jack Hittorff, donc Hittorff en 1841. Les trains arrivent et repartent. L'ampleur est considérable, les bâtiments spectaculaires. Toutes les gares de Paris. Jack Hittorff, architecte, très proche des ingénieurs. Modernité architecturale, façade en verre, considérablement étendue, sublime, élégante. Les piliers sont en fonte, portent une charpente très simple, jouent avec l'histoire, chapiteaux antiques, etc. La façade en pierre sur la ville, débat architectural de l'époque. Comment habiller avec ce qu'ils savent faire, héritage, théorie de l'imitation qui pose problème de la modernité des gares, mais les architectes veulent donner une forme savante, comme à la gare de Saint-Pancras, Pancras, à Londres, en 1867. Le volume est grand et complètement inédit. Les grands arcs se multiplient. La gare pose problème d'interface entre l'infrastructure et la ville, mais traiter la façade d'infrastructure de la gare. Mais comment traiter la façade de l'infrastructure de la gare? Pareil pour les ports, ils se modernisent. Les docks de Marseille. Le port le plus moderne de France. Stephenson, Stephenson, Armstrong, anglais, vient construire port mécanisé. L'architecture portuaire est spectaculaire. Les docks sont encore là, contrairement à tout le reste. Hôtel de la compagnie au bout, électisme du 19e siècle. Immeuble de ville, que du métal et de la pierre, sur tout le bâtiment en enfilade. La fonte des poteaux. La fonte des poteaux et les aciers et les tirants en acier. 4 sections identiques de 3 éléments, 52 portes par étage, 365 mètres de long. Symbolisme, les saisons, les mois par saison et les semaines et les jours. Religion de la technique, de la rationalité et de l'éternité. Toute une ville nouvelle se construit. Rue de la République, une percée, un peu comme Haussmann. Les infrastructures modernes entraînent une transformation de la structure urbaine haussmannienne, haussmannisation de Marseille. Les bâtiments emblématiques comme la Tour Eiffel, totalement inutile, construite pour démontrer où en est l'industrie, le génie et les ingénieurs. Pièces assemblées partout, 18 000 pièces assemblées au total, très mal accueillies, surtout quand on a su qu'elle allait rester. Galerie des machines, exposition universelle de 1889. Elle est détruite. Les réseaux techniques apparaissent dans la ville moderne. Alimentation en eau et évacuation. La ville ne connaissait pas ça. L'hygiène, limite avant. En 1807, aqueduc souterrain dans Paris. 1830, conduite d'eau sous pression pour remonter les étages dans les maisons. Gestion des égouts, technologie sophistiquée, les réseaux souterrains sont cachés. Et en 1848, les services du pavé et des eaux fusionnent. Rue devient épaisse, ville par niveau. Léonard de Vinci y avait pensé avec le système de caste. Haussmannisation de Paris, Deuxième Empire. Dynamisant pour l'évolution des travaux publics, percée haussmannienne énorme, 90 km de nouvelles voies. En 1852,
22 ingénieurs travaillent pour la ville avant Haussmann. En 1868, 160 ingénieurs travaillent pour la ville de Paris. Système circulatoire. Faire tourner l'économie, le projet d'embellissement bourgeois, clarté et visibilité. La politique est d'évacuer les pauvres vers la périphérie. La ville doit être présentable et bourgeoise. Le préfet d'Haussmann, plus les ingénieurs derrière. Eugène Belgrand. Système des eaux, assainissement et usine de pompage souterraine. Réseau. Jean-Christophe Adolphe Alphand. Alphand, donc A-L-P-H-A-N-D, organisation de l'espace, espace public, espace vert, deux grands parcs, Vincennes, Boulogne, Est et Ouest, plus les plus petits au milieu. On reconstitue les reliefs, des rivières, des bosquets. L'architecture de l'espace public par Alphand. Habillage global qui donne des homogénéités à la ville, équipement, prison de la santé, hospices, hôpitaux. Il y a aussi le boulevard de Montmartre, Camille Pissarro. Boulevard Montmartre, Camille Pissarro, P-I-2-S-A-2-R-O. Impression que la ville est immense. Marseille est 2,5 fois plus grande que Paris intramuros. Les ingénieurs deviennent des génies urbains que Paris, chemin de fer urbain. En 1860, il y a des tramways, machines à vapeur puis électricité, influence considérable sur la forme de la ville. Cela dessert les faubourgs et les banlieues, les villes périphériques et extension urbaine, mutation. La mobilité urbaine, plus importante, crée une main-d'œuvre pour les industries qui viennent d'encore plus loin. Le métro de Vienne, en 1880. Premier métropolitain, l'électricité est phénoménale pour la société du XIXe siècle. Le chantier est spectaculaire, les lignes se croisent, on va jusqu'à déplacer des ponts pour mettre le métro. Liberté par rapport au tracé de la voie urbaine se détache de la forme urbaine. La ville par niveau, suspendre des lignes en aérien. La ville moderne est là, la capacité à concentrer des équipements. Ces nouvelles inventions à Chicago, Union Loop, en 1895, la ville suspendue. Les Chicago Buildings deviennent possibles grâce au métal, alors petit point 1, au métal, construire en hauteur, pierre, flambement plus vent. Il y a aussi les ascenseurs, Elisha Otis, donc E-L-I-S-H-A Otis, en 1857. Il y a aussi le téléphone, la communication d'un étage à l'autre, pneumatique pour faire circuler les messages. Saint-Louis, Alfer et Sullivan en Missouri en 1890 jusqu'en 1891. Il faut remplir l'ossature de manière classique, plein éclectisme, l'architecte américain formé en France aux Beaux-Arts. L'enceinte d'Adolphe Thiers. Adolphe, A-D-O-L-P-H-E Thiers, Thiers, de 1840 à 1844. Reconstruction d'une enceinte muraille de 38 km de fortification, 128 mètres de longueur, 17 forts. Enceinte construite au nom et de l'inquiétude de l'invasion. Le sentiment national, montée des nationalistes, guerre de Crimée et de Russie en 1853 et en 1856. Jusqu'en 1856. La Prusse en 1970. Fortification, peur de la périphérie par la bourgeoisie. Ceinture barbare, envahir la bourgeoisie. Mais l'enceinte ne sert à rien. Terrain d'aventure pour les enfants, jardin pour les adultes. Marché de consommation nationale, l'industrie engendre l'art nouveau, l'artisanat et l'esthétique supérieure de l'industrie. Hector Guimard, tension et contraste dans la ville. Campagne arriérée, monde moderne incarcéré seulement par la ville. Le monde moderne est incarné seulement par la ville. Il y a aussi la rue de Rivoli, Édouard Munch, M-U-N-C-H, mouvement dans la ville, inquiétude des tensions sociales. Cela fascine et inquiète.